tous mes lions, je suis tellement heureux de vous retrouver enfin en vidéo. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne. Prenez votre café, votre bière, votre thé, peu importe, installez-vous. On est parti pour une revue des marchés. Je ne sais même pas combien de temps ça va durer cette vidéo. Donc on prend le temps, tranquille. Et on va faire une revue pour préparer la semaine correctement. Alors on est parti pour l'analyse. Déjà sur Twitter, j'ai vu un article intéressant de notre ami Goku sur l'adoption de la crypto en fonction des pays. Alors sans surprise, l'Asie est en tête. Singapour, Hong Kong sont vraiment les pays où il y a le plus d'adoption. Les USA ne sont que 4e. C'est fou hein, quand même quand on y pense. Et regardez bien combien de pays européens il y a dans le top 10. Nous avons ici le Royaume-Uni, bravo à vous, qui est 5e. Voilà, faut attendre la 11e place pour revoir un pays européen, donc la Suisse. Regardez bien, il n'y a pas la France. La France n'est pas dans le top 15, c'est quand même honteux. Alors, le Crypto Fear & Greed qui continue sa chute. Nous sommes aujourd'hui à 26. Ça va faire 3 mois que nous n'arrêtons pas de visiter la zone des 25. Sur cet index. Nous avons même eu un 17, c'était la fameuse journée début août. Alors, notre ami Bitcoin qui est toujours dans son range, mais il est clairement en train de malmener le support des 58 000. Je vous avais donné ce support sur mon téléphone alors que j'étais à la plage la semaine passée, mais clairement, il a fonctionné, hein, c'est un support important, mais il y a une grosse zone de liquidation à nettoyer ici, donc sur la zone qui va de 57 000 jusque ce plus bas ici, et je vous en ai parlé sur Twitter, nous allons voir ça, elle est là, elle est bien plus grosse que la zone des 62 000, des 61 000, elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus conséquente, il y a des milliards à venir nettoyer ici, et une fois que cette zone sera nettoyée, pour moi, on pourra aller nettoyer enfin cette zone de la TH, mais pas avant. Alors, Ethereum, il a été projeté par son support, qui est devenu une résistance, vous le voyez bien ici. Mais pourquoi je ne crois pas à une continuation baissière? Je vais vous le dire. Je suis là pour ça, hein. Regardez-moi ça. Là, je vous ai mis un des seuls indicateurs qui ne ment jamais, c'est les volumes. Regardez-moi ce pic de volume du 5 août, hein, c'est la fameuse journée très baissière qu'on a eue au début du mois d'août. Tant que ce plus bas-là n'est pas cassé, pour moi, ça fait figure, ça fait office de point bas. Regardez l'analyse technique comme elle fonctionne bien. Malgré la panique, nous avons rebondi sur un support. C'était déjà une zone intéressante pour le prix. Les volumes du 5 août sont à peu près du même niveau que ces volumes-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Une continuation haussière. C'était carrément les points bas du bear market. Eh bien, nous tenons peut-être là le point bas du milieu de cycle qui peut-être annonce une continuation. Alors, regardons la map des liquidations. C'est vraiment très zoomé, hein. C'est un graphique assez zoomé. Nous avons une zone sur les 2600 et une zone sur les 2400. Mais dès qu'on dézoome un petit peu, on voit qu'au sud, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Par contre, la zone des 3600, pour moi, si on passe cette zone, on fera un nouvel ATH. Solana, là aussi, les liquidations se trouvent au nord. Donc la zone des 150 et des, on va dire 155, 160 sera vraiment un énorme moteur. Donc si on casse là, on aura nettoyé cette grosse zone. La dominance du Bitcoin, elle est toujours dans son range. Nous n'avons pas pris de décision pour l'instant claire. Le Total 3, qui est toujours dans son canal baissier, vous le voyez, il est très beau, très bien dessiné par le prix. N'oublions pas que le mois de septembre aura beaucoup d'événements majeurs pour les marchés. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc clairement, une cassure à la hausse de ce canal au mois de septembre, pour moi, ça reste totalement possible. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? Le SP500, il est quasiment à nouveau sur ses plus hauts historiques. Toute la baisse qu'il a entamée depuis la mi-juillet, donc une baisse totalement normale, hein. On parlait pas là d'une crise ou d'un crash, comme certains le disaient. Vous voyez, on touche même pas les 10% de correction. Donc 10%, moins de 10% de correction. On est à 9,69%. Ceux qui vous parlent de crash, c'est juste pour avoir des vues, attiser votre peur pour avoir des vues. Un crash, ou
du moins une récession, c'est 2022. 2 trimestres consécutifs avec une croissance négative. Et là, on est sur du 27%. Mettez en perspective un peu les graphiques, apprenez à dézoomer, exposez-vous aux graphiques sur plusieurs années, et ensuite, là, vous pourrez détecter les crashs un peu mieux. Mais là, clairement, le SP500, c'était une correction tout à fait normale, saine, qui va nous permettre d'aller plus haut. Le Nasdaq, il a des gaps haussiers qu'il a fait dans sa montée, et il est venu s'appuyer dessus, et là il est en train de vouloir repartir à la hausse. Pour moi ça c'est parfait, c'est magnifique. L'indice du dollar, le DXY. Alors vous voyez là, j'ai pas touché, ça c'est un graphique que j'avais mis les supports avant de partir en vacances. Donc vous voyez que la zone, qui n'est autre que le bas du range, a fait son effet. Et donc, je vous avais mis cette petite résistance et je vous avais dit, très bien, nous avons rebondi sur la trendline haussière, mais pour moi, tant qu'on casse pas cette résistance, on est baissier. On a touché ma résistance et on est reparti en cassant violemment la trendline haussière. Je n'arrête pas de vous dire, les trendlines, c'est bien, mais elles sont faites pour être cassées à un moment donné. Belle cassure, rebond logique sur ce bas de range, mais on peut très bien repartir plus bas. Et si on repart plus bas, c'est bon pour les actifs plus risqués, comme par exemple le Russell 2000. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Russell 2000, c'est les 2000 plus grosses entreprises américaines. Il regroupe un peu plus les mid et les small cap. On avait eu une rotation, je vous en avais parlé d'ailleurs, vous voyez là, 10 juillet, à partir du 10 juillet on a eu cette baisse là, et sur le Russell 2000 on avait eu cette hausse. Donc je vous avais parlé d'une rotation des capitaux entre le Nasdaq et le Russell. Alors ce qui s'est passé ensuite, c'est assez intéressant. Le Nasdaq, il a recommencé sa hausse le 5 août, après avoir fait une belle chute. Et depuis le 5 août, le Russell monte. Ils sont corrélés à présent. Donc clairement, là, je m'attends à des nouveaux sommets aussi pour le Russell. L'indice japonais, entendu énormément parler de cet indice, notamment avec l'histoire de la fin du carry trade sur le yen japonais et le dollar américain. C'est un peu l'explication qui a été donnée pour cette grosse chute. Ouais, environ 26%. Donc là, c'est une vraie correction. Mais graphiquement parlant, cette zone était déjà vouée à jouer le rôle de résistance majeure. Ça, c'est son sommet historique qui date de la toute fin, la toute dernière semaine de 89 et la première de 90. Ensuite, il y a eu un vrai crack, une baisse de 80% de la valeur de l'indice. Et ensuite, nous revoilà en 2024 sur ce sommet historique. Donc vous pensez bien qu'un sommet historique n'a pas été revisité depuis quasiment 35 ans, forcément il va y avoir une correction. Alors vous pouvez leur donner la justification et l'explication savante que vous voulez, carry trade, etc. Mais c'était sûr, parce que beaucoup ont mis leur TP là-dessus. Donc beaucoup moins d'acheteurs, beaucoup qui encaissent leur profit à ce niveau. Et où se sont placés ensuite les acheteurs? Donc ceux qui ont coupé leur position sur le support majeur suivant. Donc celui-là, vous voyez, résistance, support. Ça devient un support intéressant. Malgré la panique générale, ça n'a pas manqué. Le rebond a été incroyable. Regardez-moi cette bougie hebdomadaire incroyablement bullish. Et là, on est bon pour repartir vers de nouveaux sommets, sans problème. Alors désolé, je n'arrive pas à trouver le mode sombre sur ce site. Si quelqu'un sait comment mettre le mode sombre sur investing.com, ça serait super de le mettre dans les commentaires, parce que là... Alors, en termes de nouvelles pour les entreprises, cette semaine, nous avons Broadcom. C'est la seule entreprise vraiment majeure qui va divulguer ses résultats, donc ça sera jeudi, 5 septembre. Quand même 750 milliards de capitalisation, ça se regarde comme nouvelle. Ensuite, les news économiques de la semaine. Donc, à noter que lundi, ça sera férié, donc demain, férié aux États-Unis. Donc, volatilité réduite. Mais vraiment, ce qui est important cette semaine, c'est toutes les données sur l'emploi. Pour commencer, le rapport Jolts le 4 septembre, avec en plus la décision de la Banque centrale du Canada. Donc ça, c'est très intéressant à regarder. Le jeudi, nous avons les emplois non agricoles, plus la news vraiment majeure, le taux de chômage vendredi. Ça, pour moi, c'est la news la plus attendue de la semaine. Si vraiment il y a une grosse montée du chômage, ça risque de pas être bon pour les marchés. Parce que ça voudra dire que peut-être la Fed devra baisser plus violemment que prévu les taux, et c'est pas du tout ce qui est pressé par le marché. Donc, comme vous le voyez, c'est pas du tout ce que le marché est en train de presser. Pour l'instant, nous avons 70% du marché qui s'attend à une baisse, on va dire, normale des taux. Pas une baisse catastrophe, parce que les données économiques sont pas bonnes. Pour l'instant, le marché s'attend vraiment à un soft landing. Et nous arrivons déjà à la fin de cette revue des marchés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez un projet crypto que vous voulez que j'analyse. Je le ferai en vidéo. À la prochaine, mes lions. Soyez prudents sur les marchés. Ciao, ciao.